Oui, je crois que vous venez de démontrer aujourd'hui une autre facette de la presse. Une presse qui suit les questions de développement, les grandes questions de l'heure. Je crois que nous en avions besoin. Et donc ça, c'est un exemple qu'il nous faut évidemment capter, capitaliser, vulgariser, pour qu'enfin que les débats publics puissent aussi s'orienter vers des questions sociales, des questions qui nous préoccupent. Vous avez dit l'éducation. Nous, notre regard, Bayomars, par rapport à l'éducation, c'est déjà qu'on puisse considérer que l'éducation n'est pas que scolaire. Pour nous, c'est un élément qui est essentiel. Comment devons-nous accompagner tous les apprenants? Comment devons-nous nous intéresser à tous les lieux d'apprentissage? Tous les lieux d'apprentissage, que ce soit des lieux scolaires, les écoles classiques, que ce soit des daras, que ce soit des écoles de formation, des ateliers coins de rue, mais partout où nos enfants, partout où nous avons évidemment constaté que les enfants fréquentent ces lieux, il faudrait qu'il y ait un dispositif d'accompagnement. Et c'est ça qui pourrait nous permettre d'avoir un système beaucoup plus inclusif avec une vision plus holistique. Ça, pour nous, c'est un élément fondamental sur lequel on voudrait bien insister. Parler de l'école au Sénégal, c'est adresser 3 ou 4 déterminants qui sont pour nous essentiels. C'est d'abord la problématique de l'accès à l'éducation. Vous le savez, il n'est pas acceptable en 2019 qu'on ait encore des milliers d'enfants, on parle d'1,5 million, qui soient hors école, qui ne bénéficient d'aucune offre éducative. C'est de l'injustice, c'est de l'iniquité. Et nous pensons que c'est une question qu'il faut adresser de manière systématique et courageuse. Nous tous ceux qui parlent aujourd'hui français, tous ceux qui ont eu la chance de vivre les bénéfices de l'école, ils l'ont été grâce à une solidarité des populations. Nous le savons, j'ai l'habitude de le rappeler, aucun d'entre nous n'a des parents capables de construire toutes les écoles que nous avons eu à fréquenter. Nous n'avons pas de parents capables de payer tous les enseignants qui nous ont accompagnés. Donc il a fallu qu'il y ait une solidarité de toute la communauté sénégalaise pour que nous puissions avoir ce minimum qui nous permette de nous prendre en charge. Donc en termes clairs, nous pensons aujourd'hui que la problématique de l'accès à l'éducation, de l'effectivité du droit à l'éducation pour tous, devrait être une préoccupation majeure. Mais parler de l'accès à l'éducation, c'est passer à tous ces enfants qui vivent avec un handicap, les enfants à besoins éducatifs spéciaux. C'est penser à toutes ces filles qui décrochent de manière prématurée. C'est penser à tous ces jeunes, tous ces enfants qui ne veulent pas de cette offre éducative, qui ont opté pour une autre offre éducative. Vous allez à Touba, vous allez dans une zone à Kolda, vous allez dans certaines zones, ils ne rejettent pas l'éducation, mais ils ne veulent pas de cette offre. Donc comment faire pour diversifier? Arrêter d'entrer par l'offre, mais plutôt entrer par la demande éducative. Ça, pour nous, c'est essentiel si nous devons être justes et si nous devons prendre en charge tous les enfants. Et si nous devons aussi répondre à la loi d'orientation qui parle d'obligation scolaire de 10 ans. La loi d'orientation qui nous rappelle que tous les enfants, tous les jeunes qui sont entre 6 et 16 ans devraient compter sur leur premier papa, qui est l'État, pour pouvoir bénéficier du droit à l'éducation. Donc, pour nous, ça, la question de l'accès à l'éducation, la question du droit à l'éducation, de l'effectivité de ce droit à l'éducation, pour tous, sans exclusion, c'est une question majeure. Mais parler de l'éducation, c'est aussi adresser la question de la qualité de l'éducation. Il ne s'agit pas simplement d'accéder à l'éducation. Il faut accéder à l'éducation, mais il faut aussi réussir dans l'éducation. Donc, comment devons-nous interroger la relation qui doit exister entre l'éducation, la formation, l'insertion et la vie? Pour nous, c'est un problème majeur qu'il nous faut aussi adresser. La qualité de l'éducation, c'est comment faire pour qu'il y ait moins de déscolarisés prématurés, des enfants qui entrent à 6 ans, mais qui après 2, 3, 4 ans quittent l'école, donc sans avoir les fondamentaux, les compétences de base. Cela aussi, ça ne va pas dans le sens de la qualité. La qualité de l'éducation, c'est comment faire en sorte que l'éducation puisse répondre à nos besoins de développement, répondre à nos valeurs. Ça, pour nous aussi, c'est un élément qui est essentiel. D'où l'importance d'interroger nos curricula. Parler justement de cette qualité de l'éducation, c'est interroger les curricula. Qu'est-ce que nous enseignons? Nous pensons que c'est des questions qui ont été largement débattues à l'occasion de plusieurs concertations. Je vais en citer juste la plus récente, la plus grande concertation, qui était les Assises nationales de l'éducation et de la formation. Vous vous rappelez, en 2014, cela a coûté à l'État 1,5 milliard, 500 millions. 500 millions de nos francs investis pour les assises de l'éducation et de la formation. Cela nous a coûté, nous, au niveau de la COSIDEP, près de 10 millions
pour travailler sur des livres blancs, apporter nos contributions. Cela a coûté à chacun d'entre ces acteurs qui sont là. Je suis sûr que chacun s'était mobilisé. Et nous avions mobilisé la diaspora. Nous devons aujourd'hui faire en sorte qu'on apprenne des états généraux de l'éducation de 81. Nous n'avons pas le droit de continuer à être ce pays d'exception qui, en termes de réflexion, fait partie des références, mais en termes de mise en œuvre, a encore des défis à relever. Donc comment faire pour qu'enfin, que les conclusions issues de ces assises nationales de l'éducation, de la formation, puissent être mises en œuvre pour nous, c'est un élément essentiel. Et sous cet angle-là, notre recommandation, c'est la 11e décision du président de la République. C'est lui qui nous l'avait promis. Nous avions salué cette 11e décision. C'est de mettre en place un comité multi-acteurs de suivi des recommandations issues des assises nationales. C'est ça qui pourrait nous permettre de continuer à entretenir la flamme d'espoir que cela avait suscité. Donc vivement que ce comité puisse être mis en œuvre pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on ne sait faire que penser, réfléchir, mais qu'en termes de pragmatisme et de mise en œuvre, cela pose problème. Le ministère de l'Éducation nous répond très souvent que les décisions sont en train d'être prises en compte, prises en charge dans le paquet, dans nos différentes politiques. Mais nous leur disons que ce qui nous intéresse ici, c'était l'esprit des assises. L'esprit, c'est ensemble que nous avions construit ces recommandations. C'est ensemble aussi que nous devons être dans une perspective de mise en œuvre justement de ces recommandations. Et chacun doit pouvoir avoir une parcelle de responsabilité et l'assumer totalement. En tout cas, nous, en tant que société civile, nous n'allons jamais nous décourager, nous n'allons jamais démissionner, nous allons faire face à notre parcelle de responsabilité en jouant notre rôle d'alerte, de veille et de proposition. Donc, la qualité, c'est les curricula. La qualité, c'est aussi les infrastructures scolaires. Après, il en a parlé. Nous savons aujourd'hui qu'avec l'avènement de l'éducation pour tous, il y a eu une croissance dans la demande des infrastructures scolaires. Nous nous rendons compte que de plus en plus, on fait recours aux abris provisoires, qui ne sont pas des cadres de qualité. Ces abris, déjà l'adjectif provisoire nous pose problème, parce qu'il nous faudrait aujourd'hui nous accorder sur la durée de ce qu'on peut appeler provisoire. On a fait une réflexion dans ce sens au niveau de la Constitution pour dire que provisoire ne devrait pas dépasser 2 ans. On n'est pas contre les abris provisoires. Un pays en construction peut effectivement travailler à avoir des abris de manière temporaire. Mais on ne peut pas avoir des abris provisoires éternels. Et donc, de ce point de vue, il nous faut avoir une volonté politique ferme pour faire face à cela. Et nous avons aujourd'hui les moyens de le faire. Quand l'État nous dit que pour remplacer un abri provisoire, il nous faut 6 millions à 7 millions 500, mais les communautés, ils ont des offres qui coûtent 1 500 000. Est-ce qu'il ne faudrait pas investir ce champ pour faire en sorte qu'on ait des abris de qualité, mais des abris qui soient aussi à la portée des communautés? Donc ça, nous pensons que c'est juste une option, une décision, une ferme décision politique qui pourrait nous permettre de faire face à ça. La dégradation des bâtiments, au-delà des abris provisoires, même pour les lycées, les écoles qui existent, nous nous rendons compte qu'il y a un problème donc de vétusté de ces locaux. Hier seulement, nous avions entendu une école qui s'est effondrée, une école privée. Ce qui nous amène d'ailleurs à dire qu'il y a aujourd'hui urgence, face à cette privatisation rampante, que l'État puisse faire en tout cas mieux face à ses responsabilités, en régulant ces écoles privées. Ces écoles privées qui ne sont pas forcément bien maîtrisées par notre système éducatif. Donc ça, nous pensons que c'est aussi une question qui est importante. Les infrastructures, ça fait penser aussi aux effectifs pléthoriques. Je ne vais pas outre mesure développer sur cette question. Mais nous savons, si nous voulons avoir un enseignant qui enseigne chaque élève, il faudrait qu'on réduise les effectifs qui sont dans nos classes. Autrement, on va avoir un enseignant qui va enseigner seulement à la classe. Et que donc chaque élève va se débrouiller pour avoir un dispositif qui l'accompagne. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Tous les pays qui ont eu à faire des bons importants en termes de qualité, c'est des pays qui ont des effectifs gérables où l'enseignant a la possibilité d'encadrer, de suivre chaque élève. Et donc ça pour nous c'est un élément qui est fondamental. L'insécurité, la cantinisation, nous le savons. Il y a aujourd'hui, vous allez dans la banlieue, il y a des écoles qui ne sont pas dans les conditions d'apprentissage minimal. Envahies par le bruit, par les sons, par la cantinisation. Donc nous pensons que c'est des questions qui sont à notre portée. Il y a des propositions qui sont à notre portée. Il y a certaines qu'il faille planifier, mais il y a d'autres qui sont à notre portée. Il suffit simplement qu'on ait véritablement une ferme volonté dans ce sens-là. Le retour des classes complexes. Comment voulons-nous faire de la qualité si vous confiez à un enseignant 2 à 3 cohortes d'élèves? Cela est problématique. Donc nous pensons aujourd'hui que c'est une question qui est fondamentale. La qualité, ça fait penser aussi au personnel, à l'enseignant. L'enseignant,
Et avant, nous le savions, hein, c'était les meilleurs Sénégalais qui cherchaient à être enseignants. Les meilleurs. Les concours, moi j'ai eu des amis qui ont fait le concours pour être enseignants pendant des années et qui n'arrivaient pas à le réussir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce n'est pas forcément le cas. Donc il faudrait évidemment que la problématique liée à l'enseignant puisse être adressée en termes de sa motivation, de sa prise en charge. La gouvernance, je voudrais peut-être terminer sur la question de la gouvernance et réserver peut-être les pistes de rupture que nous avions intégrées. Sur la gouvernance, nous pensons qu'il faudrait aujourd'hui qu'on ait en tout cas un dispositif de décentralisation et de déconcentration, un véritable dispositif de décentralisation. Aujourd'hui, nous avons l'impression, nous avons même la certitude que le pouvoir est trop au niveau central. Donc comment faire pour donner plus de pouvoir au niveau local? Parce que les véritables changements se feront dans et autour des écoles. Ça ne se fera pas au niveau central. Les ressources. Est-ce que les ressources vont au niveau des écoles? Nous parlons de 475 milliards en moyenne qu'on met par année dans le système éducatif. Alors que les élèves ne le ressentent pas. Vous prenez le cartable d'un élève, vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Presque tout est acheté par ses parents. Avant, il y avait le phénomène, on disait de les toucher. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a plus cet accompagnement de cet élève-là modeste, de cet élève-là qui est dans une famille modeste. Parce que nous, quand nous parlons d'éducation, évidemment que nous nous intéressons dans un pays comme le nôtre à ces enfants qui sont à l'intérieur du pays, ou qui sont même à Dakar, mais qui ont des difficultés à se prendre en charge. Et c'est à l'État de les accompagner. Donc, comment faire pour que la décentralisation puisse être une réalité, pour que les IA, les IF puissent avoir plus de pouvoir, les préfets, tout, nous pensons que c'est un problème qui est important. Gouvernance, c'est la question aussi de l'imputabilité, la question de la transparence et de la réduction des comptes. Aujourd'hui, pour disposer de données sur les questions d'éducation, note particulièrement sur des données financières, on a toutes les difficultés pour le faire. Nous savons qu'il y a un programme par rapport à la résolution des abris provisoires. Mais est-ce que il y a aujourd'hui cet élément-là? La gouvernance, c'est aussi la stabilité et la cohérence institutionnelle. Vous avez parlé de 3 ministères au moins en charge de l'éducation. Il faut y ajouter le ministère de la Famille. Nous avons 3 ou 4 ministères. Nous, on a été au Japon, à Nagoya, où quand le maître de cérémonie devait introduire le ministre, il nous a dit, nous allons recevoir le ministre de l'Éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement, de la jeunesse et de la culture. Nous sommes là à encore saucissonner notre système éducatif, alors qu'on a des problèmes de moyens. Donc, il faudrait qu'on soit résolu à revenir avec ce grand ministère de l'Éducation pour avoir une cohérence d'ensemble. Il y a beaucoup de questions posées au niveau du moyen secondaire et pourtant qui vont trouver leur solution au niveau du supérieur.